What's up les gaquettes et les gacs, bienvenue sur Gag TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en direct de la Comic Con avec donc le talentueux artiste Alexis Briclot. Comment ça va Alexis? Bah ça va bien, bonjour. Super. Les gaquettes. Voilà, donc Alexis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste super connu dans le milieu de la bande dessinée et du comics, qui a bossé avec Todd McFarlane, avec Marvel et qui a notamment créé le studio Dontnod Entertainment, qui a produit les jeux Remember Me, ensuite Life is Strange 2, Vampire. Voilà. Après la suite peut-être. J'ai beaucoup bossé aussi en illustration, couverture de livres, jeux de plateau, tout ça, et notamment énormément pour Magic the Gathering, pour lequel j'ai fait beaucoup de choses, notamment les premiers persos iconiques là qu'on appelle les Planeswalkers, les Arpenteurs. Donc ouais, j'ai dû faire ça il y a plus d'une dizaine d'années, ils sont encore mis en avant, tout ça, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à raconter? Et puis plus récemment, le cinéma. Donc j'ai bossé sur différents types de projets. Il y a un film qui a annoncé, un film français là, qui a annoncé pendant ce Comic Con, qui s'appelle Comment je suis devenu super-héros, où j'ai eu le plaisir de travailler avec le réalisateur Douglas là, pendant un long moment. Je crois que j'ai même commencé sur le film il y a peut-être 4 ans. C'est toujours long à monter un film, tout ça. Donc ça c'est cool, c'est présenté. Et puis surtout, effectivement, depuis 3 ans, je bosse pour Marvel Studios sur tous les films Marvel. Donc Captain Marvel, Ant-Man et la Guêpe. J'avais commencé sur Thor Ragnarok, les 2 derniers Avengers avec Endgame, et puis d'autres projets qui sont encore en production. Bah super, ça c'était de la présentation, m'attendez pas. Ouh, c'est pas grave, de toute manière on a plein de choses à dire. Pour ceux qui doutaient donc de son CV, voilà, vos carrières sont déjà arrêtées. Alors Alexis, est-ce que tu peux juste nous dire un peu comment ça s'est passé tes débuts dans le dessin? À quel moment je t'ai dit, ouais, ça je vais en faire mon métier? C'est délicat, déjà c'est il y a très longtemps, c'est très vieux. Après, je pense qu'il y a un truc aussi inexplicable, il y a un mélange de réflexion rationnelle, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la pulsion. Pourquoi je dessine? Je pense que c'est parce que je kiffe. Pourquoi je kiffe? C'est sans doute peut-être parce que ma maman m'a dit tu dessines bien, ou quelqu'un autour de moi. Il y a souvent des trucs comme ça, quoi que tu fasses, je sais pas si t'es pilote de voiture, mathématicien, scientifique, il y a de fortes chances en fait que t'es associé, enfin ta passion, tu l'associes à une notion de plaisir ou de reconnaissance, où on t'a dit voilà et tout. Donc voilà, je vais pas rentrer en psychologie, psychanalyse et tout, mais je pense que ouais, je kiffais quand j'étais petit, tu vois, je recopiais, il y avait des trucs Astérix, le Scrameustache, Génération Dorothée, les Chevaliers du Zodiaque, ce genre de choses, tout ça. Enfin plein de choses, les comics Marvel justement, Strange, tout ça. Et du coup, j'essaie de réfléchir. Si, il y a aussi des rencontres qui sont importantes. J'avais rencontré un illustrateur professionnel quand j'étais au collège. Okay. Donc j'avais des très bons résultats à l'école. Je crois que j'avais plein de profs qui étaient dégoûtés parce que je voulais justement m'orienter vers le dessin. Effectivement, parfois il y a des rencontres qui sont importantes et qui t'aident en fait. Et donc c'était un illustrateur qui habitait dans le bled juste à côté de chez moi. J'y allais en vélo, c'était à 4 bornes, j'y allais super souvent. Donc c'est marrant, il faisait des trucs qui n'avaient rien à voir avec la choucroute. Il s'appelait Gérard Olivier. Il avait fait notamment des jaquettes de disques pour Nana Mouskouri et Enrico Macias. Donc c'est pas trop l'univers ce que je fais maintenant et tout. Mais ça m'apportait énormément et surtout c'était la première personne dans mon cadre familial ou cadre proche qui était professionnel, et c'est-à-dire qui avait passé le cap dans sa vie et qui en avait fait son gagne-pain en fait. Et du coup pour moi c'était la première incarnation que ah ouais ok, si on s'accroche ou ça peut marcher et on peut en vivre, il y a moyen de le faire en fait. Ok, bah excellent déjà cette première réponse. Et je veux savoir comment s'est passé ton premier pas dans le monde professionnel justement du dessin? C'est quoi? C'était passé par une école? C'est contact? Comment ça s'est passé si tu t'en souviens? C'est beaucoup de choses en fait, parce qu'il n'y a pas un seul élément déclencheur. Pour moi c'est un faisceau en fait de choses que tu mets en branle et qui vont payer sur le tard. Là j'utilise le mot dynamique exponentielle. Parce que c'est quelque chose que tu crées, en fait, tu vas bosser, tu fais des illus pour un premier support, un fanzine ou quoi que ce soit, tout ça, ça va être des images en plus dans ton book, quelqu'un d'autre va le voir, et en fait tout ça paye, mais avec le temps en fait. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu, et ça s'est passé comme ça pour moi, tu t'accroches et ça payera, ça portera ses fruits en fait plus tard. Et du coup moi j'ai fait une école de graphisme, dans laquelle ça m'a apporté énormément par rapport à l'image, la culture de l'image, tout ça. Mais on faisait pas du tout de dessin, pas du tout d'illustration. Donc tout ça, je l'ai fait à côté dans des fanzines. Et après, ouais, j'ai pas commencé superstar, des projets tout petits, mal payés, il faut les faire. Enfin, on grandit comme ça, on apprend à se vendre, aller voir les gens, les solliciter, montrer son travail.
Et là, je me sens comme un vieux dinosaure, puisqu'à l'époque, comment dire, Internet, il n'y avait pas le même essor, tout ça. Donc c'était avec le book papier, avec des impressions. Et j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir traversé tout Paris sous la pluie pour voir 2 éditeurs en diagonale à pied, parce qu'il y avait une grève de métro, c'était un peu difficile. Et me prendre des vents aussi. Enfin, pas des vents, mais je veux dire, j'arrivais chez l'éditeur, tu présentes ton book, et puis il n'y a rien qui se passe. On retient votre... enfin, comment dire, j'ai votre numéro, on vous rappelle peut-être. Et voilà quoi. Mais c'est en s'accrochant voilà, qu'on continue. Ah bah vraiment, ça c'est super déjà pour tous les artistes qui nous regardent ou même les créateurs. C'est vraiment un très beau message que tu viens déjà de dire, je trouve. Hein. C'est vraiment dans toute la vie de tous les jours, même nous, en Sainte-Gac, on galère, on essaie de faire bosser le truc. Et justement, avec, tu as pu bosser entre-temps, après toutes ces aventures et mésaventures, tu as bossé pour Marvel, pour Image Comics, pour Dark Horse. Par contre, j'ai pas vu DC Comics. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal fait mon travail, je l'ai pas vu, ou t'as vraiment jamais bossé pour eux et on fait la tronche un peu à DC, rien à voir? Eh ben, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais effectivement, c'est vrai. Je crois que j'ai eu un seul contact avec DC une fois, c'était pour des DVD ou je sais plus quoi, ça s'est jamais fait. Et bizarrement, ouais, j'ai jamais travaillé pour DC, pas seulement DC Comics, mais c'est vrai que Marvel, tu vois, effectivement, j'ai bossé pour des illustrations pour des jeux téléphoniques produits au Japon, j'ai bossé sur des couvertures de comics, même du Star Wars là sur les comics, sur qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour eux. Je cherche si j'ai pas fait d'autres projets de jeux vidéo. J'ai bossé pour le cinéma, enfin plein de, j'allais dire, de franges de Marvel et tout. Et d'ici, effectivement, j'ai que dalle. Donc, après, c'est marrant parce que j'ai commencé à... Peut-être c'est eux qui m'en veulent. Parce que j'ai commencé à dessiner, ma première impulsion, c'était les comics Marvel, en fait, en français. Donc c'était dans Strange, tout ça et tout. Et donc c'était les X-Men, les Avengers, ce genre de personnages. Et je suis beaucoup moins d'ici. Batman, tout ça, mais Justice League, et en fait, je connais beaucoup moins. C'est peut-être eux qui ont connaissance de ça, mais peut-être ça arrivera, on ne sait pas. On l'espère, enfin j'en espère oui non, je ne sais pas si tu veux bosser pour DC, mais... Comment dire? Après ça dépend comment c'est abordé, mais moi je suis super curieux et tout, donc oui, il y a forcément des personnages qui m'intéressent, quoi. Batman, après c'est dur, parce qu'il y a tellement de gens qui sont passés dessus, qui ont fait des choses super bien, et comment faire un truc novateur. Du coup des fois je trouve que c'est parfois peut-être mieux d'avoir un personnage, un second couteau, qui a du potentiel, où on a plus de marge de manœuvre et on peut vraiment apporter un truc balèze sur le perso, quoi. Parce que, ouais. Bon, bah c'est là que d'ici 3, 5, 6 mois, on voit Alexis Briclot sur le nouveau Nightwing ou autre. Ah, peut-être grâce à vous. Ah bah j'espère, hein. on espère. Quand t'es rentré dans le monde du comics, t'avais un modèle ou quelqu'un, tu te dis ah oui, je vais absolument bosser avec lui, et ça s'est fait. Un artiste, tu veux dire? Ouais, un artiste. Ou scénariste, bien sûr. Non, j'avais pas de modèle. Bah, j'ai des idoles comme tout le monde. Idole, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, oui, des mecs dont j'adore le travail. Après, en scénariste, il y avait. Comment dire? Maintenant, j'écris ma propre histoire et le temps est compté, entre guillemets, tout ça et tout. Mais oui, je crois que j'aurais kiffé de bosser avec Alan Moore. McFarlane, en fait, j'ai travaillé avec lui. Et puis, oui, il y avait un truc un peu fantasmatique. Quand j'étais ado, j'ai acheté Spawn, machin bidule. Et plusieurs années après, je me retrouve à dessiner. Donc, j'ai fait 2 graphic novels pour lui, je l'ai rencontré. Ouais, il y a des trucs qui m'ont touché. Je l'avais croisé, donc il était venu sur Paris pour faire des dédicaces à Album, et c'est marrant, c'était mon premier tome Spawn Simony qui n'était pas encore sorti, donc j'étais en fait en train de le faire, mais il n'y avait rien qui était sorti, et j'ai retrouvé à faire une dédicace à Album, la boutique principale là au cœur de Paris, et je suis arrivé le matin, putain, il y avait la queue, en fait il y avait des gens, ça débordait, ça faisait tout le tour du pâté de maison, je me suis dit, oh là là, le stress, et je me suis retrouvé avec lui, à côté de lui en fait, à signer. Je crois que j'avais juste une jaquette ou un truc comme ça. Et donc c'était un mélange de... c'est génial, je suis de l'autre côté de la table, je suis avec lui. Parfois il s'arrêtait, il me sortait un comics et il me racontait « Tiens, regarde ça, je l'ai fait en telle année » ou il m'expliquait une anecdote, tout ça. Et donc j'étais là, je buvais ses paroles. Il m'avait dit aussi un truc en fait. Il m'a dit « Ah, c'est cool à ce moment-là. » Donc c'était il y a pas mal d'années là. On a les 3 A. Et il me dit, on a Ashley Wood, Angel Medina et toi, Alexis Briclot. En fait, et donc moi, j'ai quand même fait pas la même intensité ou pas le même volume en fait de travail. Il m'avait proposé en fait aussi à un moment de dessiner le Spawn régulier. D'accord. Et j'avoue, quand j'ai reçu le mail, en fait, je suis sorti de chez moi, j'ai fait un tour du pâté de maison, je me suis fait une liste pour et contre après, en me disant, ok, gros stress, à la fois passionnant. Et après, je me suis dit, non, en fait, produire 22 pages tous les mois, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien soit peaufiner les choses, faire en couleur, ou ça veut dire aussi faire ça pendant une année. Et je parlais de mon parcours tout à l'heure, je kiffe moi de faire plein de choses différentes, comment dire, cinéma, bande dessinée, illustration, et là c'était, peut-être que j'étais trop jeune, ou que c'était... Non, je pense pas que ce soit l'âge, mais bon, c'était super souvenir malgré tout, quoi.
Ah bah parfait, ça c'est justement, j'ai te posé la question et là tu m'as déjà ôté la question de la bouche. C'est Todd McFarlane, moi c'est un de mes artistes, c'est mon artiste préféré même en termes de comics. Spawn c'est mon premier comics que j'ai vraiment, c'est comme ça que j'ai découvert le dessin et la bande dessinée. Avant, parce qu'il faisait Spider-Man aussi. C'est par Spawn que je l'ai connu. Enfin, j'ai toujours commencé dans l'obscurité et quand j'ai vu que tu bossais là-dessus, je me suis dit, oh, faut que je lui pose la question. Et là, je vois que moi, c'est mon rêve de l'interviewer. Donc, Todd McFarlane, si jamais tu nous regardes, hein, t'es le prochain sur ma liste. Ok, et je vais un peu maintenant plus passer sur le jeu vidéo, tout simplement. Et à quel moment tu t'es dit, c'est parti, on crée Dontnod? Bah, avant Dontnod aussi, j'ai un background en jeu vidéo, c'est-à-dire que j'ai déjà bossé dans plein de boîtes, tout ça. Et je me suis rapproché, on s'était croisé avec... donc à la base, on est 5 associés fondateurs. Ça s'est étendu après avec l'arrivée d'investisseurs. Et en gros, l'idée, c'était un espèce de mélange de grain de folie et puis envie, ambition, et de se dire envie de créer notre propre jeu, un jeu qui nous plaise à nous, auquel on aura envie de jouer. Mais pour créer un jeu, ça veut dire qu'il faut créer aussi un studio. Les structures habituelles, en jeu vidéo, on a besoin de beaucoup de monde et du coup aussi tu as besoin d'une pérennité. Je crois qu'en jeu vidéo, il y a une différence, tu vois, souvent par exemple en dessin animé ou en cinéma. Bon, Marvel Studios c'est un petit peu à part, mais n'importe quel projet, par exemple français, de cinéma et tout, on va créer une équipe en fonction du film. Ouais. C'est-à-dire il y a la production, mais on va appeler, il n'y a pas un studio permanent avec plein de gens dedans. Le jeu vidéo, c'est l'inverse. Ce qui veut dire aussi qu'il faut réfléchir au studio et à la pérennité, c'est-à-dire que c'est pas seulement un projet, mais qu'est-ce qu'on va faire après. Et puis il y avait cette espèce d'énergie, de passion. On a commencé à monter notre projet. Moi, j'ai ramené l'investisseur principal, beaucoup des postes clés, en fait, des premiers postes. J'ai ramené un des autres associés, là, Alain Damasio, le romancier. J'ai ramené aussi Jean-Luc Cano, qui est mon meilleur ami, là, qui travaillait de direction des cinématiques sur Remember Me, une partie scénario. Et surtout, c'est avec Michel Cor et Raoul Barbet, c'est l'âme de Life is Strange. C'est le scénariste de Life is Strange et Life is Strange 2. Donc voilà, il y a beaucoup d'affect aussi, parce qu'on a fait beaucoup de choses. Et après, ça a été énormément de travail. Ça a été long, en tout cas, surtout sortir notre premier jeu, puisqu'on est parti de rien, il n'y avait pas de studio, donc il nous fallait tout créer, la pipeline, choisir les gens, beaucoup d'entretiens d'embauche, créer la structure, énormément de choses, Énormément de choses. Vous recrutez toujours actuellement ou pas ? Alors moi je suis un petit peu sorti, j'ai toujours un attachement avec la société, mais je suis un petit peu sorti en fait de l'opérationnel ou tout l'ensemble. Et aux dernières nouvelles, il y avait des nouveaux projets qui ont été annoncés. Alors pas forcément dans le détail, mais différentes choses. Et oui, je pense que ça vaut toujours le coup d'aller jeter un œil pour les gens qui sont intéressés. Voilà, s'il y en a qui cherchent du boulot chez Dontnod, vous pouvez aller checker leur site et peut-être trouver votre bonheur. T'as fait le jeu vidéo, t'as fait du dessin, comics, un peu de tout. C'est quel média finalement que tu préfères toi, sur lequel tu préfères bosser ? Je crois pas que j'ai de réponse singulière en fait, parce que comme dit, je kiffe la bande dessinée, moi c'est un kiff d'enfant, le comics, là tu vois j'ai mon propre projet là que j'ai écrit et que je voudrais faire et du coup j'aime bien l'alternance en fait, je suis curieux, travailler sur plein de trucs, là j'aime de plus en plus en fait forcément être impliqué dans un projet, parfois j'aime bien, j'ai une commande, je fais juste une illustre, je l'envoie, c'est imprimé, le mois d'après, mais c'est pas vraiment mon bébé où je fais pas partie du truc, au contrario de développer une entreprise ou de développer un projet, de l'écrire, de le porter de bout en bout, vraiment tu le vis en fait le truc. Ça je sais que j'aime aussi quand je suis impliqué, quand j'ai vraiment un rapport, un impact sur le projet. Et puis aussi par exemple tu vois Marvel Studios par exemple c'est génial, j'adore ce job, tout ça, il y a énormément de contraintes, il y a forcément de la frustration comme tous les boulots, je veux dire c'est pas, on fait partie d'une grosse machine, une machine de guerre là énorme. Et du coup, tu vois, mon projet de BD à côté, que j'avance lentement, mais je l'avance quand même, ou quand je dessine pour moi, sans contrainte, ça me permet d'équilibrer. Et j'allais reprendre un truc, c'est Katsuhiro Otomo, le créateur de Akira. Oui. J'avais lu un truc super intéressant pour lui, c'est que tu vois, il a été mangaka pendant des années, à chier de la page, à tomber en rafale. Je veux dire, tu sais, en plus, c'est une production hardcore. Je pense que votre public connaît toi aussi. Bien sûr, Et donc il est passé à la réalisation pour le film, et donc c'est un métier complètement différent. Et ce qui est marrant, c'est qu'il racontait que quand il était en train de gratter ses pages de mangaka, il fantasmait sur l'idée de faire de la réalisation et de travailler sur le film, et quand il a travaillé sur le film, il n'avait plus qu'une envie, c'était retourner à sa planche à dessin.
Du coup, c'est encore une histoire de contrainte, c'est qu'il a dû découvrir en fait et se rendre compte effectivement que c'est un travail en équipe, collectif, il y a beaucoup plus de pression, c'est autre chose au niveau des budgets, il y a parfois, c'est un travail aussi, comment dire, on ne peut pas tout faire soi-même. Dire, sur le film, il n'a pas fait la musique, il gère pas les animes, il doit travailler avec justement tout plein de corps de métier. Et moi, je sais qu'à la fois, j'aime beaucoup ça et le fait de pouvoir alterner, d'avoir son petit espace personnel et faire ses projets à soi. Pour moi, c'est le bon équilibre que j'ai trouvé, quoi. Ok, génial. Bah, c'est parfait que tu me parles de Katsuhiro Otomo. Est-ce que tu lis ou tu regardes toujours des mangas, animes? Alors, papier, pas mal, ou en tout cas quelques-uns. Comme quoi, par exemple? Je suis gros fan, enfin j'admire le travail du Urasawa. Je trouve que le maître de l'addiction, ça m'est arrivé d'acheter, je sais plus sur quoi c'était. 20th Century Boys? 20th Century Boy ou alors Monsters, là, d'avoir 3 tomes, de les lire, c'est un dimanche et je finis le dernier tome et je me dis merde, il n'y a pas une librairie ouverte. Et du coup, là, quand un auteur arrive à créer ce truc-là, c'est gagné ou c'est magistral. Katsuhiro Otomo, là, c'est beaucoup plus vieux, mais magistral. Après, ouais, non, je t'avoue, là, peut-être qu'en anime, je suis pas super. Récemment, non, j'ai pas de souvenir. Je suis peut-être, même tout ce qui est animation, je suis peut-être un petit peu moins consommateur. Okay. Dernier kiff japonais, c'était Shin Gojira, mais c'est de l'animation live. Le dernier Gojira, Godzilla, j'ai trouvé, ouais, il est brillant. Oui, je vois que tu parles. Ah, j'oublie le nom. Super réaliste, mais il y a tout un truc culturel, enfin super intéressant, quoi. Ok, nickel. Juste une dernière question. Quel est le conseil que tu donnes à un débutant qui veut se lancer? Pas perdre la passion, mais avoir les pieds sur terre et se dire aussi qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de sueur. Il y a un truc aussi nécessaire, c'est la remise en question, être capable d'analyser son propre travail, de voir où on en est, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, le chemin en fait pour l'améliorer. Ouais, ça c'est important en fait, je pense. C'est une sorte un mélange de... Enfin, tous les artistes, on a tous des envies, des égos en fait très forts, on va dire, et on peut être super ambitieux et vraiment en vouloir énormément, mais je pense que si pour progresser, ouais, faut être capable d'être analytique et puis de regarder son taf et de se dire ouais, ok, j'en suis là, et ben j'ai l'impression que c'est bien, mais c'est peut-être pas aussi bien que ça, et faut continuer. Et puis ouais, s'accrocher et les pieds sur terre, j'allais dire, regarder aussi le marché, voir ce qui se fait, voir comment on peut en vivre, et puis bonne chance, quoi. Vous avez entendu Alexis Briclot, je vous souhaite bonne chance. Donc à tous les jeunes, enfin jeunes, moins jeunes, les débutants qui veulent se lancer. Et les vieux aussi. Et les vieux, oui, j'ai dit jeunes et moins jeunes. Carrière sur le tard, ça peut arriver. Bien sûr, hein, il n'y a pas d'âge, on va dire, pour se lancer, pour croire dans sa passion. Tu nous le dis très bien et franchement, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Super, donc les gaquettes et les gags, c'était interview avec Alexis Briclot, j'espère que vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine interview. Merci à tous. Skeu